Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour le point lecture de ce mois de novembre 2021 qui arrive avec un peu de retard, j'en suis désolée. Mais on va dire que les circonstances font que c'est un peu compliqué de filmer actuellement, puisqu'entre la librairie et le petit crush en ce moment, il y a un déménagement, comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment dû changer totalement de fond parce que ma chambre est complètement en bordel actuellement. Il y a des cartons absolument partout et c'est pas possible que je vous montre ça, donc je préfère vous montrer un fond plutôt uni et neutre. J'espère que vous m'excuserez vraiment la qualité qui du coup est pas ouf. Je suis vraiment désolée par avance parce que entre la luminosité et le son qui doit faire un peu plus vide, enfin vu que la pièce est vide, le son doit être aussi différent. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage, mais je m'excuse par avance pour tout ça. Et sans plus attendre, je vais m'empresser de vous les présenter. J'ai commencé mon mois de novembre 2021 avec un policier, thriller, roman noir qui s'appelle Vis-à-vis et qui a été écrit par Peter Swanson. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que je ne suis absolument pas policier, thriller et j'en passe parce que c'est toujours à mes yeux le même schéma qui se profile et qu'on devine plutôt facilement malgré les qualité de certains écrivains. J'aime pas du tout en fait avoir cette sensation d'avoir déjà lu l'histoire tout simplement. Et pour le coup, Vis-à-vis a été une superbe lecture et une bonne découverte qui m'a permis peut-être de renouer un peu avec ce genre et de proposer aussi ce genre auprès des clients parce que quand on me demandait des conseils, évidemment je n'en avais pas. Au sein de cette histoire, on va suivre le personnage de Anne. Anne, c'est une jeune femme et elle est illustratrice. Elle a vraiment une sorte de hangar où elle peut bosser ses illustrations en fonction de romans que les éditeurs lui font parvenir. Sauf que Anne est plutôt fragile émotionnellement, psychologiquement. On sent que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Elle a eu des antécédents qui font qu'on n'est jamais trop sûr de sa réaction, de son comportement. Bref, voilà, cette notion un peu d'instabilité plane autour de Anne et dans son quotidien. Anne, elle vient d'emménager dans un quartier avec son compagnon et tout se passe pour le mieux. Elle trouve que le quartier est plutôt chouette, la maison lui plaît bien, sauf que première journée, ils invitent leurs voisins pour faire connaissance et malheureusement elle va soupçonner très rapidement son voisin d'être lié à un crime qui a eu lieu bien des années auparavant parce qu'elle a été passionnée par l'affaire en question. Elle a eu une sorte de lubie durant laquelle elle a cherché tous les indices possibles et imaginables autour de cette affaire et elle voit un élément qui fait partie de cette affaire au sein du domicile de ses voisins. Donc forcément ça lui met la puce à l'oreille et elle se rend compte en plus que son voisin a compris qu'elle avait compris. S'ensuit donc pendant tout le roman une sorte de huis clos pesant entre les deux qui vont se faire des coups bas, qui vont essayer de mettre en lumière cette affaire. Voilà, c'est vraiment une ambiance plutôt pesante, mais également une lecture qui met en tension, qui propose quelque chose de singulier, de plaisant en même temps dans notre lecture, puisque j'imagine que quand on va chercher un thriller ou un roman noir, c'est vraiment cette ambiance-là que l'on cherche. Déjà, du coup, le point fort, c'est que même si, comme moi, vous n'aimez pas les policiers, les thrillers, je vous invite vivement à le lire parce que ça propose quelque chose de neuf. J'aurais envie de dire que ça propose quelque chose de neuf, c'est super bien écrit, vraiment. Les pages s'enchaînent, on se rend pas compte qu'on est en train vraiment de faire défiler tous les chapitres. Les personnages sont attachants, surtout Anne, puisque du coup, vu qu'on est de son point de vue principalement, on comprend son instabilité et aussi la frustration du fait que l'entourage va pas du tout la soutenir, va pas la croire forcément parce que elle a eu des histoires dans le passé qui font que sa parole est régulièrement mise en doute. Nous, en tant que lecteurs, on sait que ce qu'elle a vu est vrai parce qu'en plus parallèlement à ça on a le point de vue du criminel, donc voilà, on est vraiment complice de l'un comme de l'autre. Je l'explique certainement très mal mais c'est une superbe lecture. En plus de ça, sachez qu'il y a pas mal de rebondissements. Personnellement je n'ai pas vu la fin venir, j'ai vraiment été très agréablement surprise et c'est pour ça aussi que je vous le présente aujourd'hui. C'est parce que je pense vraiment que c'est un roman, un thriller qui peut vous réconcilier avec le genre, surtout si vous pensez comme moi que c'est toujours les mêmes schémas qu'on retrouve. Voilà, je pense vraiment que celui-là est plutôt original et idéal pour réconcilier avec le genre. Par la suite, j'ai lu 1000 nuits
plus une de Victor Pouchet. Alors c'est une réécriture du conte des Mille et une nuits, transposée dans une réalité plus contemporaine, plus moderne, puisque tout simplement on va avoir beaucoup d'éléments de notre culture actuelle, par exemple les smartphones, voilà, donc plein d'éléments comme ça qui vont nous rappeler notre société actuelle, tout en respectant l'histoire originelle pour un public relativement jeune. En plus de ça, vous retrouverez également au sein de cette réécriture des références culturelles, littéraires notamment, comme par exemple Harry Potter. Ça va faire un mélange plutôt sympathique. Dans cette histoire, du coup, on va suivre le personnage de Shakti, si je le prononce bien, qui est donc la fille du jardinier et qui va faire la rencontre de Vivek. Vivek étant le prince, le fils du Maharaja, qui a été obligé de choisir une épouse parce que sinon son père l'aurait pudié. Vivek, pas très motivé, choisit entre guillemets la première femme qu'il voit et qui lui plaît, autrement dit la fille du jardinier, et ça va plonger notre jeune héroïne dans un monde qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle va devoir s'habituer à des coutumes, à des codes de conduite qu'elle ne connaissait pas, qu'elle supporte plutôt mal d'ailleurs, et qui vont codifier son quotidien, qui vont le restreindre et restreindre ses libertés. Par conséquent, Shakti va chercher à s'émanciper et à vraiment retrouver la liberté qu'elle avait avant, sauf que ça ne va pas être forcément apprécié par le vizir qui conseille le Maharaja, qui va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de la jeune fille et notamment la pousser à se retrouver emprisonnée. Mais la littérature va permettre à notre jeune héroïne de s'évader en créant des histoires qui vont lui permettre d'avoir la vie sauve pendant 1000 nuits plus une. Le gros point fort, c'est cette capacité à véhiculer à travers un conte qui est vraiment très connu et qui est très populaire. Ça va permettre de véhiculer auprès d'un public relativement jeune des notions militantes comme le féminisme, l'émancipation, la liberté et la puissance de la littérature. Ça va vraiment être des messages qui vont être envoyés donc à un lectorat, comme je le disais, plutôt jeune, par le biais d'un vocabulaire qui va être accessible par des phrases plutôt courtes, par un format attractif puisqu'on retrouve dans le roman des illustrations de temps à autre qui sont plutôt magnifiques et qui rappellent fortement les affiches un peu bollywoodiennes. Je sais pas si vous verrez très bien. Là je dirais qu'il fait le focus, un peu dans ce genre là, et ça va venir ponctuer comme ça la lecture et proposer quelque chose qui va accrocher le jeune lecteur comme les plus grands d'ailleurs. Et comme je le disais, on retrouve plein de références culturelles, plein de références de notre société actuelle, ce qui est toujours plaisant, ce qui va permettre d'accrocher vraiment notre lecture et en même temps on va s'amuser à retrouver de quelle référence quelle référence est cachée à travers les lignes. Voilà, c'est un peu une sorte de jeu de piste qui est proposé en même temps par l'auteur. Bref, une superbe lecture que je vous recommande vivement, que vous soyez plus jeune comme plus âgé, tout simplement. Ensuite, je suis revenue à de la littérature avec Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. C'est un récit qui va être écrit de façon très particulière et je tiens d'emblée à vous prévenir pour que vous ne soyez pas trop surpris et surprises, puisque au sein de ce roman, on va utiliser le jeu, le nous, pour écrire l'histoire de plusieurs personnages qui ne seront jamais clairement nommés, qui ont vocation de généraliser l'histoire de ces japonaises qui ont quitté leur pays pour regagner les États-Unis où il y avait la promesse de faire fortune, d'avoir de bonnes conditions de vie auprès de maris aimants, sauf que très rapidement elles se sont rendues compte que c'était pas forcément le cas. Elles ont été confrontées à de la violence, que ce soit au niveau de la société, une sorte de rejet, mais également auprès de leurs maris, car certains étaient violents parce qu'ils buvaient, ou la violence même des conditions de vie, avec une certaine précarité, voire de l'esclavage pour certaines. Voilà, c'est plein de récits, plein de chemins possibles pour ces femmes qui sont retranscrits et compilés en utilisant le jeu, le nous. Je l'explique certainement très mal, j'en suis désolée par avance, mais ce parti pris de l'autrice est, je trouve, super efficace. Une fois qu'on s'habitue au rythme, parce qu'il faut quand même un temps, ça change vraiment de l'écriture habituelle d'un roman. Du coup, il faut un temps d'adaptation, mais une fois ce temps passé, c'est vraiment un roman très fort. Et comme il n'y a pas de personnage en particulier, comme c'est l'histoire de ces japonaises en général, bah je sais pas, il y a une dimension qui est plus impactante encore. C'est très compliqué à expliquer, mais le message est encore plus fort parce
parce que tous ces chemins possibles sont différents. Il y en a qui sont tout à fait joyeux, pour qui tout va bien, et en même temps il y en a d'autres où c'est l'horreur la plus absolue, et nous en tant que lecteurs on voit tous ces chemins possibles, on espère le meilleur évidemment, mais forcément ça va pas arriver parce que la société est pas ouverte d'esprit, parce que les conditions sont truquées d'avance, voilà, il y a plein d'éléments comme ça, et on reçoit tous ces morceaux de vie un peu en pleine face, et oui, je trouve vraiment que du coup ça rend quelque chose, enfin ça donne quelque chose d'impactant à la lecture et qui va vraiment marquer profondément le lecteur. Et donc on va suivre vraiment toutes les étapes de leur vie, l'arrivée, donc enfin le voyage jusqu'aux États-Unis, l'installation, le mariage, l'arrivée d'enfants ou non au sein des foyers, et le reste de leur vie jusqu'à leur décès. On est là, on suit l'histoire, et en même temps c'est à la fois dur à lire et en même temps dur à croire de se dire que ça a été possible, que ces choses sont arrivées, que des femmes ont vraiment vécu ces violences-là, enfin, que cette situation même a pu avoir lieu. Voilà, c'est une lecture qui laisse pas forcément indemne et qui va vraiment marquer, permettre aussi d'être au courant peut-être d'un épisode de l'histoire qui est passé sous silence lors de nos cours. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture pour tous ces points parce que c'est, comme je le disais, c'est un élément qui est pas forcément traité dans la littérature, et pourtant Dieu sait que ça a eu des répercussions sur notamment la société américaine actuelle. Je pense que je vais me stopper là, sinon je vais en parler encore longtemps et je vais rester super brouillonne. Mais en gros, sachez juste que c'est un très gros coup de cœur qui se lit rapidement parce qu'en plus de ça, il est plutôt court et c'est un condensé de violence, de beauté, de parti pris de l'autrice, de dénonciation, bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, même si je le présente de façon très brouillonne. Après ça, j'ai eu envie de retrouver une histoire un peu plus légère et je me suis tournée vers L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye, je ne sais pas comment on dit, avec cette couverture. À nouveau, je sais pas si on verra bien, mais elle est juste magnifique. Même la 4e de couverture est magnifique. Et même l'histoire l'est, sachez-le. On va se retrouver dans un monde on ne peut plus imaginaire, au sein duquel on va suivre l'héroïne qui s'appelle Miri. Et Miri a la particularité d'être une arpenteuse, c'est-à-dire qu'elle peut voyager dans les rêves des autres qui l'entourent et les modifier, les influencer ou aussi influencer la réalité. Sauf qu'elle n'est pas une arpenteuse comme les autres parce qu'elle a une faculté supplémentaire qui la différencie des autres arpenteurs, parce qu'elle est capable de ramener de ses rêves des objets. Elle peut donc se sauver de pas mal de situations comme vous pouvez le comprendre, et elle vit dans les bas-fonds d'une grande cité avec une famille qu'elle s'est créée de toutes pièces suite à la perte d'un être cher, sa sœur, qu'elle n'a pas pu sauver, donc elle a réussi à se construire une famille à partir de ça. Et du fait de ce traumatisme lié à la perte de sa sœur et de sa volonté de protéger sa nouvelle famille, elle va vraiment avoir une sorte de rejet à l'égard des rêves qui pourtant sont la clé à son pouvoir, mais voilà, elle a un peur bleu des rêves. Et elle va donc consommer très régulièrement une plante qui s'appelle la nerfolia, qui est une plante interdite mais qui empêche le sommeil au sein duquel on fait, enfin la phase de sommeil au sein duquel on rêve. Sauf que dans le royaume au sein duquel les personnages évoluent, il se produit petit à petit des événements qui sont de plus en plus inquiétants puisqu'on observe l'apparition d'espèces de fantômes qui vont vraiment être prédominants au sein des bas-fonds du royaume de Clarène, mais qui petit à petit semblent aussi gagner la partie plus riche du royaume. Et donc ça commence à inquiéter, cette sorte de pollution, cette sorte d'apparition fantomatique. D'autant plus que ces fantômes ne sont pas forcément très innocents, ils vont influencer les rêves de telle sorte que ceux-ci deviennent des cauchemars qui vont emprisonner les personnes qui les font dans cette espèce de sommeil, de coma en fait simplement. Et ça va notamment arriver à l'un des membres de la famille de Miri qui n'aura pas d'autre choix que de se lancer dans une grande aventure pour le sauver, mais également pour sauver le royaume parce qu'elle comprend très rapidement que ça dépasse largement la sphère familiale de cette famille qu'elle s'est construite. Et voilà, que ça va bien au-delà et que c'est le sort de tout le royaume qui se trouve entre ses mains puisque comme je le disais, elle a un pouvoir supplémentaire qui est capable de changer la donne. Je le résume sûrement très mal à nouveau, je suis désolée, mais sachez juste que c'est une superbe lecture. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'ai été surprise parce que je m'attendais absolument pas à cette histoire, je me suis lancée vraiment sans lire le résumé. La couverture a fait une grande partie de mon choix, mais je sais pas, je me suis lancée dedans sans trop savoir et j'ai été surprise par la qualité de l'écriture de l'autrice, la qualité de son imagination, la qualité des idées qu'elle mettait en place et la façon qu'elle avait de poser petit à petit les pions pour construire une intrigue
intrigue développée et qui tient la route en un seul tome, et avec des personnages qui nous donnent envie de suivre leurs aventures. Mireille est particulièrement attachante et en plus de ça, on nous propose une romance qui va changer des romances habituelles qu'on peut retrouver dans la littérature adolescente, jeune adulte, puisque ça va être une romance entre deux femmes et on en manque, je trouve. Enfin, c'est pas ce qui prédomine vraiment dans la littérature adolescente et je trouve ça vraiment dommage. En plus de ça, ici, c'est amené de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression que ce soit et regardez, on a une romance entre deux femmes, oulala, venez nous lire. Voilà, c'est vraiment amené de façon très naturelle, très douce et également super belle. J'ai passé un super moment. J'ai trouvé ça super mignon et touchant. Je dis beaucoup super, mais voilà, je suis emballée de ouf. Ça se lit rapidement, ça se dévore même littéralement. C'est savamment dosé et rythmé. Comme je le disais, elle pose vraiment ses pions, enfin l'autrice pose les pions. Petit à petit, elle dose bien l'action entre chaque chapitre et on accroche du début à la fin. Personnellement, j'ai vraiment passé un super moment. J'ai découvert une autrice de qualité et je n'ai qu'une envie, c'est de lire d'autres romans de cette autrice. Et voilà, donc si vous le trouvez en librairie, je vous invite vivement à vous le procurer parce que vous êtes sûr de trouver une lecture innovante, intéressante, bien rythmée, bien écrite, avec des personnages qui tiennent la route et qui sont attachants. Bref, un combo parfait. Alors, par la suite, j'ai lu, dans le cadre d'un Secret Santa organisé au sein de ma promotion, j'ai lu Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Ça a été une super lecture. J'avais déjà lu Clara et le soleil qui est paru très récemment, en septembre, et qui avait été une super lecture également, et on m'a du coup offert celui-ci. Du coup, je me suis lancée et je n'ai pas été déçue. J'ai vraiment passé un super moment avec une histoire qui, au premier abord, pourrait sembler un peu vide d'action, mais qui finalement chagrine pas tant que ça. Il se passe pas énormément de choses. C'est vraiment un roman d'ambiance, un peu de contemplation qui va prendre le temps de planter la psychologie des personnages, le monde dans lequel l'intrigue évolue. Mais voilà, ça prend son temps, mais c'est fait avec efficacité, avec un style d'écriture déjà qui est très très beau, qui est vraiment très soigné, avec des personnages qui tiennent la route, qu'on apprécie, voire qu'on déteste. Moi je sais que Route par exemple, je l'ai totalement détesté. Mais voilà, on prend le temps de les approcher, d'approcher leur réalité et de comprendre en même temps que le monde dans lequel ils évoluent, qui est plutôt complexe. Parce que en fait, on est dans un monde qui est à la fois proche et éloigné du nôtre. C'est un peu, voilà, on est entre les deux, comme pour Clara et le soleil. On sent que ça pourrait arriver, que c'est plutôt proche de notre réalité, mais en même temps, il y a certains éléments qui nous font dire que pour l'instant, on ne risque pas de s'aventurer dans ces eaux sombres. Et au sein de cette intrigue, on va tourner autour d'un bâtiment, donc c'est une école, l'école d'Ailsham, qui est très particulière puisque au sein de cette école, on va éduquer des enfants, des petites filles et des garçons dans un but très précis qu'ils ne savent pas forcément très bien, et juste ils grandissent un peu coupés du monde, ils savent pas trop pour quelles raisons, comment ils sont arrivés là, c'est vraiment très flou, mais on leur dit juste que voilà, dans leur vie ils auront un rôle bien particulier à avoir et notamment ils devront faire des dons. Tout simplement, ces enfants en fait ils sont là pour plus tard dans leur vie passer par l'étape du don. Ils vont devoir enchaîner les opérations de don d'organes jusqu'à ce que mort s'en suive de façon très protocolaire, très codifiée. Voilà, tout le monde semble plus ou moins l'accepter quand ils le savent. Et parmi ces élèves, on va retrouver nos trois héros. Donc il y a Ruth et Tommy qui donc ont grandi au sein de cette école, qui ont suivi des chemins plutôt différents, ont respecté voire pas les codes de cette école et qui se retrouvent à plusieurs étapes de leur vie. En fait, ils se croisent et ça va être Kat, l'héroïne, qui va raconter toute leur histoire un peu sous la forme d'un journal intime. Elle va raconter les débuts, les moments où ils se sont retrouvés des années plus tard, mais également la fin. Enfin, c'est vraiment très linéaire. Comme je le disais, il n'y a pas énormément d'action, mais en même temps, c'est très touchant parce que on a cette perception de Kat envers ses amis. On sent qu'elle est très attachée à eux. On sent qu'elle n'a pas toujours compris ses amis, qu'elle s'en veut parfois d'avoir loupé certains messages, qu'elle aurait aimé changer ce qui s'est passé pour espérer que la situation soit meilleure dans le futur. Voilà, c'est très touchant. C'est vraiment un roman touchant qui va jouer sur les émotions du lecteur en lui proposant quelque chose de très contemplatif et en même temps un roman qui va, mine de rien, aborder des notions comme le don d'organes et cette notion un peu d'usine de don d'organes qui malheureusement pourrait, voire peut arriver actuellement selon
selon les pays, selon les règles, enfin les lois. C'est très poétique par moments parce que le style de l'auteur s'y prête. Il fait de très très belles réflexions à travers le personnage de Kat, mine de rien, qui a un statut particulier, c'est-à-dire qu'elle est accompagnante, donc sa fonction première est d'aider, d'être un peu une sorte de compagnon pour les personnes qui passent par l'étape du don d'organes, volontairement voire pas vraiment. Et donc elle va les accompagner, ce qui va lui permettre de vieillir, contrairement à ses amis qui vont passer par l'étape du don. Comme je le disais, ce qui est également intéressant avec ce roman, c'est qu'on sait pas tout. En fait, on découvre le monde en même temps que les héros qui grandissent, qui évoluent avec leurs pensées aussi qui changent au fur et à mesure des événements. Et nous, en tant que lecteurs, comme on n'a pas toutes les cartes en main d'emblée, bah c'est pareil en fait, on construit notre propre pensée, notre propre réflexion vis-à-vis de la situation en même temps que les personnages, et ça permet d'évoluer en même temps qu'eux, de s'attacher avec eux et de se plonger vraiment dans cette histoire qui, comme je le disais, cette notion de on est loin de ce monde et en même temps pas tant que ça propose des pistes de réflexion, ça fait que le lecteur s'interroge sur de nombreux éléments. Et finalement, quand on referme le livre, il nous faut vraiment un temps pour se poser, pour digérer en fait toutes les informations, pour digérer le parcours de ces personnages, ouais, vraiment pour digérer et décanter un petit peu de toutes ces émotions, ce bouillon d'émotions qui est en nous, que l'écrivain a réussi à susciter. Donc ça a été une superbe lecture, une très très bonne découverte. J'oserais dire un coup de cœur quand même, parce que c'est un peu compliqué comme je le disais, de toute façon ma façon de brouillonne de vous l'expliquer doit l'indiquer, mais la façon dont c'est écrit et le fait qu'il n'y ait pas tant d'action, c'est un peu perturbant parce que d'habitude les romans en ont plus. Et là ça change un peu les règles du jeu, et du coup il faut vraiment un temps, je pense peut-être plus long que ce que je pensais, pour digérer, pour savourer vraiment le message de l'auteur et la qualité de son œuvre. Bref, je vous le recommande vivement. Par la suite, j'ai lu un autre roman jeunesse. J'ai vraiment alterné, je me rends compte que maintenant, mais j'ai alterné entre littérature compliquée et littérature jeunesse. Ça devait être inconscient, je ne sais pas, parce que je m'en suis absolument pas rendu compte. Mais par la suite, j'ai lu La quête du renard blanc, le premier tome, donc La pierre mystérieuse de Chen Jiatong. Si je le prononce bien, je suis désolée par avance pour ma prononciation. Dans cette histoire, on va suivre du coup le personnage de Dila. Dila, c'est un petit renard, un renard blanc, qui va perdre ses parents de façon très abrupte et qui n'aura du coup pas le choix que de quitter son terrier pour s'aventurer à travers le monde avec comme leitmotiv, j'aurais envie de dire, une pierre et une consigne donnée par sa mère qui a réussi à revenir jusqu'à lui pour lui donner donc cette dernière mission. Autrement dit, de prendre la pierre et de réaliser la mission dont il a hérité. Il y a des légendes et tout ça, bref, un petit combo très sympathique qui va amener notre jeune Dila à faire la rencontre de plusieurs personnages, de plusieurs animaux qui vont tous être confrontés à divers problèmes, vraiment très différents les uns des autres, mais pour qui Dila va apprendre à se battre afin d'imposer sa vision des choses, mais ça fait très dictateur dit comme ça, mais afin de permettre aux autres d'ouvrir leur esprit, d'accepter certaines situations. Bref, il va en aidant d'autres animaux se faire des alliés qui vont l'accompagner dans son chemin à travers donc le territoire. Sachant qu'il a avec lui, donc comme je le disais, une pierre que sa mère lui a transmise, que ses parents lui ont transmis, et qui va être la source d'une tension parce que des ennemis vont vouloir l'obtenir parce qu'elle serait mystérieuse, magique, et c'est une pierre de lune que tout le monde souhaite s'approprier. Mon avis va être très simple. C'est un roman très mignon déjà parce que comme je le disais, il va faire l'encontre de plein de personnages, ça va amener de très très beaux échanges et de très très belles amitiés. C'est également un roman accessible parce que c'est un roman qui, je dirais, s'adresse à une tranche d'âge entre 10 et 12 ans, je dirais, voire un peu moins peut-être. Ouais, peut-être un peu moins si la personne est vraiment à l'aise avec la lecture. En plus de ça, le vocabulaire est pas ultra compliqué, donc voilà, vraiment c'est un très très bon roman, accessible et et plaisant à lire tout simplement. Ces amitiés qui sont créées petit à petit, le fait de voir le personnage grandir, voilà, ça rend vraiment l'histoire très attachante, très mignonne. Personnellement, j'ai passé un très très bon moment avec Dila et ses amis au sein de cet univers où voilà, il y a la menace de ce groupe de renards qui veulent s'emparer de la pierre que Dila a héritée de ses parents, et Dila qui s'aventure un peu dans cette aventure sans trop savoir où il met les pieds, ce qu'il doit faire concrètement. Il sait juste qu'il doit aller vers un point précis avec une pierre dont il connaît absolument pas les secrets. Voilà, c'est mystérieux et je pense
vraiment c'est idéal pour voilà, un enfant entre 10 et 12 ans qui par exemple aime la guerre des clans. Vraiment je pense que c'est un bon moyen de proposer autre chose que la guerre des clans par exemple. Et c'est une quête qui va mêler aventure et légende avec brio. Voilà tout simplement. Bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Il y a un tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps, donc je vous invite vivement à vous les procurer tous les deux. Et enfin, j'ai lu très récemment, du coup je vais sûrement en parler de façon très brouillonne parce que j'ai pas le temps de décanter vraiment, mais j'ai lu Jiazoku de Maëlle Lefebvre. C'est un livre qui traînait depuis longtemps sur ma pile à lire. Je crois qu'il traîne depuis 2019 pour dire. Voilà, il traîne depuis un moment et à chaque fois je me dis je vais le lire, sauf que ben c'est un petit peu un pavé et j'ai pas forcément le temps en ce moment. Et je sais pas, là j'étais dans un bon mood après une lecture mignonne et etc. Je me suis dit oh pourquoi pas. Et je me suis aventurée du coup vers Jiazoku, qui est un roman qui va être très compliqué à expliquer. On va se retrouver à Tokyo, et plus précisément donc Kabukiko, si je le prononce bien. C'est un quartier où, enfin, faut pas trop traîner parce qu'il y a pas mal de dangers, comme par exemple des yakuza. Et l'intrigue va vraiment tourner autour de cette notion de yakuza, de famille, d'amour, de violence. C'est un condensé entre toutes ces notions, puisqu'on va suivre plusieurs personnages. On va suivre, pendant que je me repère. On va suivre d'un côté Daisuke, qui est un yakuza qui semble un peu avoir raccroché avec tout ça et qui il s'éloigne en fait progressivement parce que un beau jour il se voit obligé d'élever un enfant dont il est le père biologique parce qu'il a participé à un trafic d'enfants pour le compte de Chinois et de Japonais aisés qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui tout simplement ne veulent pas tomber enceinte et qui mettent le prix pour avoir un enfant tout simplement auprès donc de tout ce trafic d'êtres humains avec des femmes qui sont très malheureuses dans leur vie, qui ont des situations très compliquées, qui n'ont pas d'autre choix que de vendre leur corps d'une autre façon que par la prostitution. Vraiment, c'est vraiment pas une lecture très réjouissante, sachez-le, mais c'est beau, c'est vraiment très très beau. On va suivre cette histoire du début, donc entre la rencontre entre Kei et Daisuke qui va, comment dire, s'attacher au petit garçon parce qu'il se reconnaît à travers lui. Il voit un peu ce côté perdu, cette innocence un petit peu que lui-même avait et qu'il a perdu en chemin en devenant yakuza. Et donc il va s'attacher à lui et en même temps il va s'attacher à quelques femmes qui participent à ce trafic et qui ont également des enfants à charge. Voilà, c'est une famille un peu étrange qui se crée, un peu bancale parce qu'il y a des blessures dans chacun des personnages finalement, mais voilà, c'est une famille qui se réunit de temps à autre, en tout cas qui entretient de bons liens, qui s'est construite autour de cette notion de trafic d'enfants, sauf que le temps passant, les enfants en question commencent à comprendre ce qui s'est passé et forcément, enfin, les opinions là-dessus divergent. Kei va notamment apprendre que la famille pour laquelle il était destiné à une fille, donc sa sœur, et il va se lancer à la découverte de cette famille. C'est vraiment très compliqué à définir clairement parce que c'est plusieurs histoires qui vont se croiser et qui tournent autour donc de cette notion de trafic d'êtres humains, de cette notion de famille également, de qu'est-ce que c'est que la famille, qu'est-ce qui va permettre à des êtres de se lier d'amour, d'amitié, en tout cas d'avoir une relation très fusionnelle, père-fils, mère-fille, frère-sœur. Voilà, c'est vraiment tous ces liens qui sont questionnés, l'air de rien, avec tout cet aspect culturel, parce que vraiment on sent que Maëlle Lefebvre a une connaissance certaine de la culture chinoise comme japonaise, avec des mots parfois qui sont, enfin des mots en japonais comme en chinois, qui sont retranscrits tels quels, avec bien entendu la définition en français, la traduction en français, histoire qu'on comprenne. Et il y a également tout cet aspect culturel à travers les nombreuses traditions qui sont présentées, qui font partie donc du quotidien des personnages, que l'autrice prend le temps de décrire dans comment on appelle ça, dans une note de bas de page, pour vraiment permettre au lecteur de comprendre plus largement l'histoire, mais également tout cet aspect culturel des deux sociétés. Et j'ai trouvé ça mais super intéressant en fait. J'ai vraiment passé une super lecture avec des personnages auxquels j'ai accroché direct, avec une intrigue qui est pesante mais en même temps super belle au niveau du message, avec cette notion de famille qui est interrogée et qui m'a particulièrement plu parce que j'adore découvrir ce thème, voir comment il est traité dans la littérature, et là je suis tombée bingo sur le bon truc. Et oui, vraiment, tu sens toute la connaissance de l'autrice qui s'est vraiment donnée à fond, qui a fait des recherches, qui est intéressée de fou par le sujet. J'ai pu discuter avec elle lors du salon du Touquet et tu sentais qu'elle était mais passionnée par ce qu'elle écrivait, par toute cette culture qu'elle connaissait vraiment mais sur le bout des doigts. Et c'était fascinant vraiment de discuter avec elle et là de lire quelques années plus tard malheureusement, mais de le lire
maintenant, ça m'a vraiment permis de me ressouvenir de nos discussions, enfin de notre discussion, et de sa passion. En fait, simplement sa passion est revenue en pleine face à travers son roman, qui est en plus de ça superbement écrit. Vraiment, j'ai beaucoup accroché à son style d'écriture. Je dirais que ça peut surprendre le fait qu'il y ait quelquefois des mots qui sont en japonais ou en chinois, mais en même temps, en fait, on s'y habitue vite. C'est comme pour, comme je vous le disais, certaines n'avaient jamais vu la mer, ou c'est un style très particulier, un parti pris de l'autrice, mais ça va fonctionner une fois qu'on s'est habitué. Enfin, ça impacte plus. Et là, vraiment, en fait, j'ai eu l'impression de plonger vraiment au Japon, enfin entre le Japon et la Chine. Et ouais, j'ai passé un super moment. J'ai vraiment apprécié ma lecture du début à la fin, et je vous le recommande vivement parce que ça a été un superbe coup de cœur. Et je vous invite vivement à vous le procurer si vous le pouvez. Sur ce, moi je vais stopper cette vidéo qui était censée n'être pas trop longue, et je vois que c'est loupé comme d'habitude. J'espère que la prochaine vidéo je pourrai vous accueillir dans de meilleures circonstances, dans un meilleur environnement. Je suis désolée par avance si la lumière et le son ne vont pas du tout, mais j'ai pas le choix que de filmer maintenant. J'aurai pas le temps plus tard. Et comme je tiens quand même à être régulière un petit peu sur ma chaîne, voilà, j'ai pas le choix. J'espère évidemment que malgré tout ça, la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, à partager, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et de pouvoir y répondre, de voir quel livre vous a plu, de quel il vous a pas plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!